Super, merci Leslie. Bon, c'est difficile de passer après ça, elle était super la démo de Mehdi, mais on va essayer de faire aussi bien. Donc je vais vous présenter la révolution Outlook. Alors chez nous, la révolution Outlook, c'est maintenant en marche depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on a sorti notre support Outlook pour la première fois dans le produit Bluemind. Donc comme Pierre l'a rappelé dès son introduction, en fait le besoin qui nous est souvent exprimé, c'est d'avoir Outlook, de pouvoir au moins pour une partie de la population conserver un Outlook sur certains postes. Donc si on veut faire ça, nous on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire? À quoi Outlook est capable de se connecter? Outlook il sait faire du POP, de l'IMAP, de l'SMTP, donc des protocoles standards, normalisés. Mais si on fait ça avec Outlook, on peut faire que du mail. Et sans rentrer dans les détails, c'est pas le meilleur client POP ou IMAP Outlook. On peut faire aussi, on peut créer des comptes ActiveSync sur Outlook. Alors là, on a un périmètre un petit peu plus étendu, puisqu'on va pouvoir avoir du mail, des contacts, du calendrier, des tâches. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va pas avoir en ActiveSync? On va pas avoir de partage, donc il n'y aura aucun partage si on configure le compte comme ça. Et en fait, c'est lent. Et quand je dis que c'est lent, c'est pas c'est lent avec Bluemind, c'est pas moi qui le dis, c'est que si on regarde en fait les ABAC Exchange Microsoft, un périphérique mobile connecté en ActiveSync, il consomme 5 fois plus qu'un Outlook connecté en termes de ressources sur le serveur. Donc l'ActiveSync, c'est pas une bonne voie. Et évidemment, comment je peux le connecter? Outlook, je peux le connecter via sa connectivité native, puisqu'Outlook, c'est principalement, avant d'être juste un client mail, c'est le client d'Exchange. Et là, tout se débloque, c'est-à-dire que tout est fonctionnel, évidemment, le mail, les contacts, le calendrier, les tâches, et bien plus encore. Donc le besoin, c'est pas juste d'avoir Outlook, mais c'est d'avoir Outlook tel qu'il fonctionne avec Exchange. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé chez Bluemind. Donc comment on peut faire pour rendre un Outlook similaire à son fonctionnement avec Exchange? Est-ce qu'on va faire un plugin? Donc on peut faire des plugins, c'est ce qu'on faisait avant. Sauf que si on fait un plugin, on va introduire une verrue, on va introduire un logiciel client à déployer en plus, des nouvelles icônes, donc des nouveaux éléments d'interface, donc des choses qui normalement ne font pas partie d'Outlook. Et en fait, plus on s'engage dans cette voie, moins on est sur les interfaces standards d'Outlook. Donc on est sur une interface utilisateur dégradée. Et plus on va vouloir fournir des fonctionnalités avancées, plus on va vouloir s'intégrer en fait avec le système de messagerie en face, plus on va devoir rajouter des verrues supplémentaires, des interfaces supplémentaires pour tous les éléments pour lesquels Outlook ne laisse pas s'interfacer, que ce soit la gestion des filtres, la gestion des partages. Tous ces éléments d'interface ne sont pas accessibles pour les développeurs de connecteurs. Et donc plus on modifie, en fait, moins on va répondre aux besoins, puisque le besoin, c'était d'avoir un Outlook tel quel, pas avec des éléments d'interface différents de l'Outlook traditionnel que connaissent les utilisateurs. Donc notre solution, ça a été de ne pas toucher à Outlook. Et donc d'implémenter les protocoles nécessaires pour qu'on se parle. Donc je vais faire une petite parenthèse technique. On va essayer de rester assez simple. C'est même un peu de la vulgarisation. Donc les spécialistes d'Exchange, j'espère qu'ils me pardonneront aussi les simplifications que je vais faire sur une infrastructure Exchange. Mais dans une infrastructure Exchange, comment Outlook il se comporte? Qu'est-ce qu'il va faire Outlook quand il parle à Exchange? Donc évidemment, une infrastructure Exchange, ça reçoit des mails, ça communique avec l'extérieur. Jusque-là, pas de problème. Le format d'arrivée des mails, il est normalisé par différents RFC. Jusque-là, tout va bien. Ça rentre dans les connecteurs SMTP. Et c'est là que tout se complique. Ou en tout cas, que tout est différent de ce à quoi on est habitué. Exchange, en fait, va se comporter plutôt comme une base de données. Donc il va prendre les messages, il va les dénormaliser, il va les éclater en différentes structures pour après les réexposer à Outlook via d'autres protocoles. Et là, on ne va pas parler de protocole IMAP ou de protocole POP, il va parler sur toute une série de protocoles différents que, on va dire, on n'est pas obligé de retenir tous ces noms-là différents, tout le monde n'en a pas déjà entendu parler, c'est ce que nous, on a résumé sous le nom de MAPI, mais MAPI, c'est en fait il y a tout un ensemble de protocoles et toute une galaxie de protocoles qui sont utilisés par Outlook pour fonctionner dans son environnement normal. Et donc je disais, il fonctionne, Exchange, comme une base de données. Comme une base de données, il va venir dénormaliser les messages, venir séparer des données, extraire des données sur les messages. À quoi ça ressemble en fait, le format d'un message dans Exchange? Aïe, oui, c'est un peu compliqué. Donc là, on a un modèle de données un petit peu complexe. Donc certes, au plus haut niveau, on retrouve quand même des choses, ça reste de la messagerie, donc on va retrouver des choses qui nous parlent. On va retrouver des messages qui vont être rangés dans des dossiers. Ces messages, ils ont des destinataires.
Ces messages, ils ont aussi des pièces jointes. Et sur la partie dossier, on va pouvoir mettre des règles, hein, donc des filtres, ou positionner des droits. En fait, la partie réellement complexe de ce modèle, c'est ce modèle clé-valeur avec une propriété, une valeur, et où sur chacun de ces éléments, on a n propriétés, n valeurs. Et ces propriétés, c'est pas forcément des choses toutes simples. C'est pas juste un sujet ou la date de réception. Bien sûr qu'il y a ces propriétés-là, mais il y a des choses beaucoup plus délicates. Comme mon destinataire, en fait, il est interne dans l'organisation, il vient pas de l'extérieur et il a telle propriété, telle propriété. Donc si on s'intéresse à ces propriétés, et c'est ça qui crée en fait la grande complexité du modèle d'Exchange, rien que cette liste de propriétés, on a un document de normes, de spec fourni par Microsoft. La liste de propriétés fait déjà 376 pages, juste le document qui donne la liste, sans dire à quoi elles servent. Ces propriétés, elles sont complexes. On peut avoir un binaire. Donc un binaire, ça va être, on va avoir le premier octet qui va définir si c'est un utilisateur interne, externe, si c'est une boîte aux lettres partagée, si c'est autre chose. Et ensuite, derrière, on découle tout quelque chose de très 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 compliqué. Donc à chaque fois, chacune de ces structures, chacune de ces propriétés peut demander à elle seule un travail colossal. Donc ça, c'est un travail qu'on a effectué. Et derrière ces propriétés, la liste de propriétés, c'est qu'une chose parmi d'autres, c'est un document de spec parmi 130. Donc l'implémentation du protocole et comprendre en fait ce qu'Outlook veut nous dire, c'est quelque chose de relativement délicat et c'est un travail très très conséquent. C'est pour ça que derrière nous, on a quasiment 10 ans de R&D derrière toute l'implémentation des protocoles Outlook. Même chose en fait au niveau fonctionnel, ce qui peut sembler simple en apparence, on se dit c'est du mail, il y a une hiérarchie de dossiers, voilà, c'est un client traditionnel. On va avoir par exemple sur un Thunderbird, on va avoir quelques dossiers, la boîte de réception, les brouillons, la corbeille, tous les trucs traditionnels. Sur un Outlook en fait, dès qu'on regarde, c'est déjà un petit peu plus. Outlook, il fait un petit peu plus, parce que Outlook, ça fait pas que du mail. Outlook, il y a les dossiers calendriers, puis il y a plusieurs dossiers calendriers. Ça va gérer des flux RSS, ça va gérer des dossiers de recherche, des tâches, ça va gérer des dossiers publics. Donc déjà, out of the box, une boîte aux lettres, en fait, vierge, qu'on vient de créer sur... Oups, le petit... Une boîte aux lettres qu'on vient de créer sur un Exchange où on n'a encore rien fait, on est déjà sur 17 dossiers par défaut. Mais derrière, il en a plus, en fait. Parce que dans la logique Exchange base de données, en plus des dossiers visibles de l'utilisateur, il y a des dossiers cachés, c'est-à-dire autour, à côté. Donc ma hiérarchie de dossiers visible dans Outlook, c'est juste ce petit morceau. Ça, c'est une hiérarchie. Quand on se connecte à un compte 365, voilà, il y a tout ça, parce qu'il utilise Outlook des dossiers cachés, des choses comme ça, pour stocker de l'état supplémentaire, stocker des informations enregistrées par des add-ons, des choses comme ça. Donc on est sur quelque chose de assez compliqué. Donc dans notre implémentation, on a dû faire pas mal de choses. On a dû d'une part gérer le dialogue, comprendre ce qu'Outlook voulait nous dire. Donc comprendre ce qu'Outlook veut nous dire, c'est délicat. Il faut savoir décoder les différentes propriétés, il faut comprendre les différents appels. Donc il y a beaucoup d'appels différents, c'est pas des appels classiques de la messagerie. C'est difficile en fait de rapprocher ça typiquement des autres protocoles de messagerie. Ça se comporte pas exactement de la même façon. Comme je dis et que je répète souvent, ça se comporte plus comme un client qui interroge une base de données où il va faire des requêtes que de la messagerie traditionnelle, lister message, télécharger message. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc on avait des données complexes qui transitent, des appels un peu différents de ceux à quoi on est habitué. Donc ça a été pas mal de travail. Et on a dû aussi, évidemment, adapter nos modèles de données. Parce qu'il y a des choses qui étaient un peu plus... Il y a des choses qui sont un peu plus riches dans le monde Outlook. Des fois, il y a des choses qui peuvent être un peu plus riches dans le monde Bluemind, mais il faut trouver dans quelle case les rentrer dans le monde Outlook. Donc on a toutes des transformations à faire dans un sens et dans l'autre. Et on a dû faire évoluer enfin toutes nos API pour être capable de répondre aux demandes complexes d'Outlook. Nous, on était serveur de messagerie plus traditionnel, donc lister message, télécharger message, écrire message, marquer en lu, marquer en non lu, ça c'est bon, maîtriser. Mais la façon dont fonctionne Outlook, ces mécanismes de synchronisation, c'est un peu plus délicat. Donc si je fais un focus en fait sur la partie synchronisation Outlook, on a dû introduire des briques relativement lourdes dans notre infrastructure pour arriver à répondre correctement à Outlook. Donc si je pars d'Outlook, Outlook, il va nous parler avec ses protocoles MAPI et tout son ensemble de protocoles. Il va venir parler à notre serveur MAPI. Jusque-là, on a géré toute la partie dialogue. On se comprend, on arrive à comprendre la question que nous pose Outlook. Ok, on a compris la question.
Maintenant, est-ce que cette question, on est capable d'y répondre avec un accès direct à nos serveurs IMAP? Non, la façon dont la question est formulée ou la quantité de données qui est demandée pour répondre à la question, on ne saurait pas y répondre avec un serveur IMAP directement. Donc on a besoin d'une couche intermédiaire, on a besoin de se créer des données intermédiaires pour répondre de manière efficace à Outlook. Donc comment on s'y est pris pour faire ça? On a introduit une API supplémentaire pour couvrir tout le mail, c'est celle qui est aussi utilisée par le nouveau webmail, mais cette API pour les mails, on voulait que les données restent synchro, qu'on accède en IMAP ou qu'on accède en Outlook. Donc dans tous les cas, il faut qu'il y ait un mécanisme de synchronisation. Donc on a pris le parti de propager toutes les écritures qui sont faites par Outlook, de les propager à Cirrus, d'attendre que Cirrus nous acquitte les différents changements sur les données. Et c'est là qu'on va réaliser tous les traitements qui sont nécessaires pour mettre les données à la norme Outlook. Et là, on fait plusieurs opérations. Donc on analyse les messages, on regarde s'ils sont des pièces jointes, on historise les changements. Parce que c'est une question que nous pose Outlook. Avec un serveur IMAP, on est capable de donner un vague historique sur les messages, on n'est pas capable de donner un historique sur les changements sur les dossiers, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on avait besoin d'enregistrer, donc c'est un enregistrement supplémentaire qu'on fait. On va précalculer des propriétés MAPI. Par exemple, est-ce qu'un mail a une pièce jointe et on devra afficher un trombone? C'est une question qui semble simple en apparence, mais quand vous voyez les signatures de mail, où tout le monde a une image, un logo d'entreprise, ça c'est pas censé compter comme une pièce jointe, donc ça ne va pas afficher un trombone. Donc le calcul, il n'est pas si simple, donc il faut le précalculer pour que quand Outlook nous demande l'info, elle soit toute prête. Enfin, un des éléments complexes sur le support d'Outlook, et une des choses que nous demande Outlook, c'est d'être capable de modifier les mails. Alors ça peut sembler bête, mais c'est une fonctionnalité d'Outlook. Je reçois un mail, je veux pouvoir changer son sujet. Ça, derrière, ça enregistre le mail. Et là, on avait un petit souci, c'est que dans les briques de stockage qu'on utilise, les briques traditionnelles de stockage de messagerie, un mail, c'est non modifiable. La seule chose qui est modifiable, c'est son statut lu, non lu. Donc, on a dû faire un mapping intermédiaire pour rendre nos mails modifiables, que quand on passe par nos API Bluemind, les mails soient modifiables. Donc, on a fait tout ce travail pour rendre les mails modifiables, donc avoir des identifiants intermédiaires. Donc du coup, toutes les données derrière qui vont être lues par Outlook, tous les identifiants qu'on va transmettre à Outlook, c'est pas les identifiants qui sont ici dans les stockages de messagerie, c'est les identifiants qui vont venir de nos bases de données qu'on a précalculées. Parce que c'est ça qui fonctionne pour Outlook, c'est ça qui comprend. J'espère que j'ai perdu personne avec le schéma précédent. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on a sorti le support MAPI. Évidemment, il s'est passé des choses. Depuis qu'on a sorti la première version, on l'a déployé chez des gens, on a dû faire évoluer des trucs, on découvre du fonctionnel dans Outlook. Et donc, on a implémenté des choses qui n'étaient pas dans la V0 du support MAPI. Pardon. Donc, on a implémenté tout ce qui est partage contact, calendrier, partage utilisateur. On a fait un meilleur travail sur tout ce qui est boîte partagée. Dans Exchange, il y a 2 types de boîtes aux lettres. Vous avez les boîtes utilisateurs et vous avez... il y a 3 types de boîtes aux lettres. Du coup, il y a les shared mailbox. Donc, c'est des boîtes utilisateurs sans login. Et après, il y a les dossiers publics. Avant, on avait tout mis dans les dossiers publics, tout ce qui était boîte partagée. Fonctionnellement, c'est pas top, donc on a fait tous les supports protocolaires nécessaires pour montrer nos boîtes partagées sous la forme de Shared Mailbox Exchange. Donc maintenant, on va avoir du public folder, de la Shared Mailbox, donc on a tout le scope en fait Outlook. On a fait remonter les calendriers de ressources. On n'était pas capable de le faire au départ, maintenant on est capable d'ouvrir un calendrier de ressources, c'est-à-dire de salles, pour savoir si une salle de réunion et afficher le remplissage de la salle en même temps. On a fait beaucoup d'optimisation de synchro. Entre la première version de ce schéma et la version léchée qui fonctionne, il y a quand même pas mal d'ajustements qui ont été faits. Et on a toujours évidemment du travail en cours autour d'Outlook. Par exemple, on est en train de travailler sur tout le workflow et tout le fonctionnel qu'il y a au niveau des tâches en fait, où Outlook, ça fait des choses assez sympas au niveau des tâches, où on peut assigner une tâche, donc ça envoie un mail, on peut dire qu'on a fini la tâche, c'est répercuté de l'autre côté sur la personne qui avait envoyé le mail de départ. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui va venir. Et on a encore des évolutions qui sont en train d'être réalisées sur notre modèle pour répondre au mieux en fait, à Outlook, pour répondre encore plus efficacement aux requêtes qu'il nous fait. Juste, on a fait un focus en fait sur un cas client qu'on a dû traiter en fait sur de la production. On avait un problème sur un utilisateur qui avait 3500 dossiers. Donc 3500 dossiers sur Outlook, c'est pas mal, c'est une belle boîte. Et on avait une liste de dossiers dans Outlook qui était incomplète.
Bon, déjà, il n'y a pas d'éléments d'interface pour les compter dans Outlook, mais la liste était incomplète. Donc on a mis en place les outils pour les compter, bon, il en manquait. On ne trouvait pas, donc on a tout vérifié au niveau protocolaire. Est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce qu'on fait pas bien? Qu'est-ce qu'on fait bien? Bon, au bout d'un moment, on a l'impression de tout faire bien, on a tout relu au niveau des specs, on pense que c'est super. Bon, bah, d'habitude, la solution d'après, c'est de tout recréer sur 365, d'analyser le trafic et de voir comment ça se passe. On a gommé toutes les différences qu'on a pu trouver. Donc c'est souvent cette démarche-là qu'on a quand on n'arrive pas à faire quelque chose. On va gommer toutes les différences qu'il va y avoir dans le flux réseau, octet par octet, pour que ça colle. Pour qu'on fasse exactement la même chose que ce qu'aurait renvoyé Office 365. Toujours pas. Bon, donc on n'arrivait toujours pas à reproduire. En fait, ce qui s'est passé, c'est on est monté jusqu'à 7000 dossiers en fait, sur Office 365. Et là, on a réussi à reproduire le bug, mais directement entre Outlook et Office 365. En fait, la conclusion de ça, c'est que c'était un bug spécifique à Outlook 365, qui est une version différente du 2016, du 2019, c'est une autre souche. Et en fait, le bug existait et on l'a reproduit directement entre un Outlook natif et un Exchange natif. Donc on a quand même réussi à le contourner parce qu'il fallait quand même que ça fonctionne avec BlueMind. Donc on a trouvé des tricks au niveau du protocole pour arriver à lui faire comprendre et à ce qu'il arrive à récupérer tous les dossiers qui lui manquent. Mais c'est ce genre de travail et ce genre de complexité auquel on est en face quand on doit traiter des soucis Outlook. Enfin, et j'ai presque fini, tout ce qui concerne la production. Au fil de la production, on voit qu'il nous manquait des outils. Savoir comment il se comporte, est-ce que ça se comporte bien, combien j'ai d'utilisateurs connectés, est-ce que quand un mail est reçu, les utilisateurs me disent que le push, il a l'air de pas très bien marcher, le délai il est un peu trop important entre le j'ai envoyé un mail et le moment où ça fait ding ding dans Outlook. Donc c'est dur, c'est beaucoup de ressenti utilisateur. Ça, nous, quand on le teste, on a l'impression que c'est OK, que c'est quasi instantané. Bon, donc on a mis en place tout un tas de métriques pour suivre tout ça, voir si on avait un problème ou pas. Donc voilà, c'est de l'outillage en fait qu'on met autour, voir si ça fonctionne. On a des outils locaux aussi de comparaison, des outils qu'on exécute cette fois sur les postes clients, là où il y a Outlook, qu'on donne à nos partenaires et à notre support, qui permettent de comparer en fait ce que Outlook voit en local avec ce qu'il y a sur le serveur. Alors ça, c'est pas que nous. Outlook, Microsoft fournit exactement les mêmes outils en fait, pour Exchange. Ils avaient avant un truc qui s'appelle Offcat, qui fait ce travail-là. Ils ont un outil qui s'appelle CalCheck chez Microsoft. Parce que chez eux aussi, des fois, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des profils à refaire et des choses comme ça. Les gens qui ont des grosses infra Exchange, ils savent ce que c'est que refaire un profil Outlook. On a mis des outils pour la détection des add-ons, pour savoir si on a un add-on qu'on n'a jamais testé et qui pourrait nous faire des choses bizarres. On a ajouté aussi le support de GPG, GPGOL, qui est un add-on open source pour faire du chiffrement GPG dans Outlook. Mais si je devais garder qu'un seul truc, en fait, à la fin, c'est qu'aujourd'hui, on a des utilisateurs en production sur Outlook et ça fonctionne.